Il y a quelques années, j'étais amené à faire à Lourdes toute une série de conférences sur la pornographie, jeux sur information, surtout sur la pornographie. À la fin d'une des conférences pour les scolaires, la prof qui les accompagnait me dit « Merci pour ce témoignage ». Voilà, c'est pas un témoignage, c'est une conférence. Voilà. Bon, du coup, il se trouve que depuis, je suis amené à parler de temps en temps des addictions. Voilà, donc c'est pas un témoignage. C'est une conférence. Peut-on sortir des addictions? Si on veut répondre à la question sérieusement, il faut dire non. Et je pense que c'est la première chose à entendre. Il y a quelques jours, comme j'ai appris, on a eu un garçon qui est mort de l'overdose devant la porte de ce couvent. On a régulièrement les gars qui se piquent juste derrière. Peut-on sortir des addictions? Non, dans le sens, si par sortir des addictions, vous entendez, on vivra comme si rien n'était. Si vous entendez, on vivra comme si on n'y était jamais entré. Ça, c'est pas possible et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on peut faire, on peut casser le comportement de l'addiction. Dans ce sens-là, vous ne serez pas, une fois que vous êtes entré dans l'addiction, vous ne serez jamais tempérant. Vous serez abstinent. Dans ce sens-là, il n'y a pas d'anciens alcooliques, ou il n'y a pas d'anciens drogués, ou il n'y a pas d'anciens fumeurs. Il y a des alcooliques qui ne boivent pas. Il y a les drogués qui ne se droguent pas. Il y a les fumeurs qui ne fument pas. Il y a les dépendants à la pornographie qui ne consomment pas la pornographie. Il y a les joueurs dépendants qui n'entrent pas au casino. Mais ils ne sont pas, sous ce rapport-là, sortis de l'addiction. Autrement dit, ils ne se sont pas retrouvés dans la situation, ils n'ont pas retrouvé l'intégrité de leur psychisme, de leur physiologie, de leur vie sociale qu'ils avaient avant d'entrer, avant de se retrouver dans l'addiction. Car c'est très important de comprendre qu'une addiction n'est pas uniquement une mauvaise habitude comme les autres mauvaises habitudes. Ce n'est pas uniquement une question morale. Je faisais quelque chose que je ne voulais pas, mais j'ai compris et du coup je ne fais plus. Parce que s'il suffisait de comprendre pour que ça change, je pense qu'on arriverait assez rapidement. Il y a quelque chose d'un peu plus complexe. Donc, essayons si vous voulez bien, de comprendre un peu ce qu'on appelle les addictions et les dépendances. Voilà. Quelque chose de général, comment ça marche d'habitude. Qu'est-ce qui favorise notre entrée dans les dépendances, notre entrée dans les addictions? Quels sont ces points de fragilité qui nous prédisposent à? Comment ça marche un peu quand on est dedans? Et qu'est-ce qu'on peut faire, et pour le sujet lui-même, et aussi pour son entourage, pour aider la personne dans la mesure du possible, et la marge de manœuvre ici est très petite, et aussi de cela il faut être conscient, avoir conscience, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la personne à arriver à un sévrage qui dure. Parce qu'au fond, notre objectif ici, c'est bien sûr pas de guérison, faisons le deuil de l'idée de guérison. Je dirais 3 chapelets, la Vierge Marie me guérira, peut-être, rarement. Pour arriver à un sévrage, et un sévrage qui va durer d'une manière stable pendant des années, voire même pendant des décennies, ou qu'au minimum on arrivera à vivre avec cette addiction et à traiter avec. La première des choses à dire, que les addictions, ce sont les pathologies cérébrales. Autrement dit, de fait, avec ses aspects psychiques et ses aspects physiques, il s'agit d'un mode de fonctionnement physiologique qui se met en place et qui change notre manière de réagir. Donc, les pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité. Et classiquement, jusqu'à il y a très peu de temps,
Par exemple, on ne parlait pas, au sens clinique médical, de la dépendance ou de l'addiction au jeu ou à la pornographie ou au comportement à risque, parce que on visait surtout les dépendances liées à la consommation des substances. Donc le tabac, l'alcool, les drogues, le cannabis, les champignons, etc. Donc classiquement, jusqu'à il y a peu de temps, dans la toxicologie, dans l'addictologie, on visait surtout la consommation des substances. Et là, c'était un peu plus simple, entre autres, d'analyser comment est-ce que la consommation régulière conséquente de l'alcool influence votre cerveau, votre foie, votre ceci, votre cela, etc. Et peu à peu, on s'était rendu compte qu'il y a un certain nombre de comportements, des activités, qui représentent les similitudes assez grandes avec ce qui se passe dans le cas de l'alcoolisme, toxicomanie, etc. Donc une pathologie cérébrale définie par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Avec des conséquences délétères. Autrement dit, vous vous rendez compte, tôt ou tard, les autres attirent votre attention sur les choses que ça ne va pas. Et au fond de vous-même, vous savez que cela nuit à votre santé, cela nuit à votre vie professionnelle, cela nuit à votre vie relationnelle, cela nuit à votre vie amicale, tout ce que vous voulez. Il y a les conséquences que vous commencez à sentir comme des conséquences néfastes. Parce que par ailleurs, vous pouvez avoir tout à fait une lecture, une activité à répétition, qui vous procure du plaisir intense, voire même qui devient pour vous une sorte de refuge, mais vous ne considérez pas, ou objectivement, on ne considère pas que ceci ait des conséquences délétères. Ceci a des conséquences délétères. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est comment est-ce que ça se met en place, qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui nous fragilise vis-à-vis de cela, comment est-ce qu'on en sort. Il ne suffit pas de consommer tel ou tel type de substance pour qu'on puisse parler de l'addiction. Autrement dit, vous pouvez être un consommateur régulier du tabac, de l'alcool, des médicaments provoquant tel ou tel effet, sans qu'il y ait nécessairement l'addiction ou une dépendance. Il y a toute une série des critères qui vont entrer en jeu. La dépendance se déploiera d'autant plus rapidement que votre âge de consommation est plus jeune. Donc, si vous commencez à fumer ou à boire d'une manière un peu conséquente au moment de l'adolescence, il y a beaucoup plus de chances que vous vous retrouverez dans la situation d'une dépendance beaucoup plus rapidement que lorsque vous commencez cela de manière plus âgée. Grosso modo, la plupart des dépendances sévères se mettent en place entre 15 et 25 ans. Dit-on aujourd'hui. Et à peu près, par exemple, pour ce qui concerne la consommation régulière, si on prend l'alcool et le cannabis, on peut considérer, selon les chercheurs, à peu près à 32% la consommation qui est considérée comme la consommation dépendante. En sachant que la puissance addictive des différents domaines aussi est assez différente, je joue beaucoup, et étonnamment, avant même l'héroïne, passe le tabac, où à peu près 35% de consommateurs réguliers sont considérés comme des dépendants. Donc, qu'est-ce que la vitesse de l'installation de la dépendance aussi n'est pas la même selon les substances ou les comportements, en sachant que, par exemple, pour l'héroïne ou la cocaïne, la dépendance peut s'installer en quelques semaines. Autrement dit, ça arrive quelque chose de très rapidement. D'où, entre autres, l'intérêt pour la proposition des drogues
de les faire rentrer à très bas prix, voire même quasiment gratuitement, dans les premiers moments de leur consommation. Si on parle des jeux vidéo ou de jeux d'hasard, là, vous comprenez bien qu'on peut parler d'une dépendance d'une manière un peu plus analogique, quand même. En sachant que cela sera qualifié d'une dépendance lorsque nous nous retrouvons dans un comportement à répétition qui est considéré par le sujet lui-même comme un compulsif, donc avec une sorte de perte de contrôle de soi. Je n'aimerais pas, mais il y a une interférence de cette consommation sur les activités professionnelles, sur votre vie sociale, et aussi la poursuite de la consommation malgré la conscience des troubles que cela engendre. Pour les catholiques, c'est très simple. Dès le moment où vous commencez à vous confesser très régulièrement de quelque chose, cela signifie que vous avez une conscience du fait que peut-être ce n'est pas ce que vous auriez aimé faire. Mais néanmoins, vous continuez de le faire. On va revenir à la place de la confession qui, de fait, peut devenir un élément d'une sorte de cercle vicieux entre la culpabilité, le déni de la chose. Pour vous donner une petite grille de lecture, vous trouverez en ligne très rapidement des dizaines de tests divers et variés qui vous permettent de vous dire, voilà, là peut-être c'est bien de consulter l'addictologue selon les modalités des produits consommés ou des comportements répétés. Je vais vous donner une petite liste possible. Donc, un sujet est considéré comme souffrant d'une addiction quand il présente, au cours des 12 derniers mois, au moins 2 des 11 critères suivants, sachant qu'il y aura évidemment la gradation. Donc vous pouvez faire votre petit checklist si ça vous intéresse. Premier, besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Besoin impérieux. Donc ce qu'on va appeler craving à partir de l'anglais. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce besoin impérieux peut venir, et c'est ça ce qui est prodigieux, ou bien de notre recherche de plaisir, comme tout simplement nous avons besoin d'une telle ou telle activité et d'une telle ou telle substance, tout simplement pour être en état de. Comme quelqu'un qui a beaucoup fumé, ou ce besoin impérieux auquel bien sûr je pouvais résister héroïquement, mais concrètement pour mon fonctionnement normal, il fallait que je fume. Il fallait que je fume. Et là aussi, ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, très vite, dans le cas de l'addiction ou d'une dépendance, ce qui au début était considéré comme la source de plaisir, comme la source de détente, comme quelque chose qui facilite ceci ou cela, devient une sorte d'élément de trame ordinaire de votre existence, de notre existence. Je en suis plus ou moins conscient, mais il se trouve que de fait, quotidiennement, il y a une demi-bouteille de rouge qui descend, il y a un paquet de cigarettes qui passe, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Donc, besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance, de jouer, de même vous ajoutez comportement à risque, consommation de pornographie ou des choses semblables. Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu. Autrement dit, je me suis dit, je vais passer tant de temps. Et en réalité, vous vous rendez compte que concrètement, ceci en prend plus. Bien sûr, vous pouvez penser à votre dernière nuit qui a été dévorée par telle ou telle série télévisée, parce que vous avez dit, je vais regarder juste un épisode et paf, il est 5 heures du matin. Donc vous voyez qu'un seul des paramètres ne suffit pas pour qu'on parle d'une dépendance, mais vous saisissez qu'on ne contrôle plus le temps qui sera dévoré par ceci et par cela. Beaucoup de temps consacré à la recherche
de substances ou de jeux. Non simplement les substances où je prends du temps, mais ça peut prendre du temps à vivre en vue d'eux. Quatrième paramètre, augmentation de la tolérance aux produits addictifs. Autrement dit, il m'en faut plus. Et il m'en faut plus. Il faut que j'augmente ma quantité de tabac pour être vraiment opérant. Je me rends compte que là où à une soirée, pour arriver à un niveau bien arrosé, il suffisait de temps, j'ai doublé depuis. La personne se rend compte que pour la pornographie, on recherche des choses de plus en plus dures, que pour les jeux, on met de plus en plus, que pour le comportement à risque, on se retrouve dans les situations de plus en plus bizarres. Voilà, autrement dit, pour obtenir le résultat semblable, il me faut investir toujours plus dans le produit, le comportement qui est censé de garantir un certain bien-être. Critère suivant, présence d'un syndrome de sévrage, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation ou du jeu. On va en reparler peut-être. Un des éléments assez significatifs des addictions, c'est bien sûr la phase du déni, qui est la situation absolument normale de nous tous lorsque nous nous retrouvons avec nos petites ou grandes addictions. Autrement dit, non, je n'ai aucun problème avec le tabac, avec l'alcool, avec le jeu, avec la pornographie, avec tout ce que vous voulez. Non, je n'ai aucun problème avec. Et d'ailleurs, je peux arrêter dès que je veux. Arrête. Et c'est au moment de l'arrêt où tout d'un coup, on commence à prendre conscience que bah oui, bien sûr, je peux ne pas fumer, mais dans ces jours-là, vaut mieux que les gens ne s'approchent pas de moi. Parce que là, les conséquences seront difficilement prévisibles. Bien sûr, je peux m'arrêter de boire quand je veux. Concrètement, chaque vendredi soir ou chaque samedi soir, je suis ivre. Et du coup, voire même quand ce n'est pas possible, il y a une réaction un peu violente. Ou par hasard, le moment de l'angoisse existentielle, qui au Moyen-Âge fallait l'arrivée de la peste noire pour la provoquer, aujourd'hui il suffit d'oublier son chargeur. Et là, tout d'un coup, le monde s'écroule. Comment est-ce que je vais vivre sans la chose qui opère? Voyez-vous, ce moment de sévrage est un petit élément qui vous permet d'identifier assez facilement sommes-nous véritablement libres comme nous le déclarons vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela. Plus notre réaction au sévrage est rude, surtout si c'est un sévrage subi, plus peut-être il y a une raison de s'inquiéter. Paragraphe suivant, en capacité de remplir des obligations importantes. Incapacité de remplir des obligations importantes. Je sais que j'ai le travail à rendre, mais Game of Thrones termine. Comment voulez-vous que je loupe l'épisode? Les obligations importantes, de fait, tout d'un coup, vous vous rendez compte que dans votre agenda, il y a des points qui commencent à primer sur. Donc, pour acheter le paquet de cigarettes, on va rajouter le temps de trajet, même si on risque d'être en retard pour un rendez-vous qui, par ailleurs, on jugerait important. Usage, même lorsqu'il y a un risque physique. Je sais que c'est mauvais pour ma santé, mais je le fais quand même. Bien sûr que quand vous avez votre grosse angine et que vous allez quand même fumer dehors, cela signifie que vous l'aimez, que vous la voulez, votre cigarette. Il faut être vraiment très malade pour ne pas le faire. Une telle personne qui tout d'un coup, qui avait une peur bleue des orages, tout d'un coup, elle se retrouve à courir à la supérette du coin pour acheter une bouteille d'alcool,
en plein orage, et c'est là, ça lui a permis de sortir du déni. Et elle dit, ah là, vraiment, il faut que j'y tienne hein, pour faire cela. Usage, même lorsqu'il y a risque physique. Problèmes personnels ou sociaux. Là, notre situation du déni va jouer à plein. Hein. Mais bien sûr, c'est l'employeur qui. Ce sont les professeurs qui. Ce sont les amis qui. C'est la méchante police qui m'enlève les points. Le problème, c'est pas mes rapports avec l'alcool. Le problème, c'est pas mes rapports, je sais pas, avec la pornographie. C'est les autres n'ont qu'à comprendre que. Et les autres ne doivent strictement rien. Hein. Ils font ce qu'ils font. Voire même, on va en reparler lorsque nous arriverons à la question de l'entourage des personnes dépendantes. Peu de tolérance, parfois, peut être une bonne chose. Hein. Désir ou effort persistant pour diminuer les doses ou l'activité. J'essaye, j'arrive pas. J'aimerais fumer moins, j'arrive pas. J'aimerais boire moins. Je me fixe l'objectif. J'ai entendu le fameux discours médical de ces dernières semaines. Maximum de verres par jour, pas chaque jour. Et concrètement, quand je regarde ma semaine, je vois que j'arrive pas. Et ça revient. Parce que ce qui est très intéressant avec les comportements addictifs, c'est que ce sont les comportements extrêmement ritualisés. Il y a une sorte de l'enchaînement des éléments que nous connaissons par cœur. Et je me suis promis des dizaines de fois de ne pas. Et néanmoins, je me retrouve de nouveau dans telle ou telle situation. Puis, activité réduite au profit de la consommation ou du jeu. J'aurais pu faire autre chose qui me ferait plaisir. Mais concrètement, je ne le fais pas. Activité réduite au profit de la consommation ou du jeu. Et enfin, poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques. Physiques ou psychologiques. Donc, vous voyez, une petite grille de lecture. Nous, grosso modo, nous allons de 2-3 points à 6, 7, 8. Donc, plus nous cachons de cases. Plus il se peut que ça serait bien de taper sur Internet Bordeaux addictologue et peut-être prendre un petit rendez-vous juste pour que le médecin nous dise qu'il n'y a aucun problème. Qu'il n'y a aucun problème. Puisque, par ailleurs, nous sommes persuadés qu'il n'y a aucun problème, nous pouvons arrêter dès que nous voulons. Il y a peut-être aussi l'autre peut nous le dire, c'est bien. Qu'est-ce qui entre en jeu en général dans les addictions? En sachant que, bien sûr, les substances diverses et les comportements divers jouent différemment. Hein. Il est tout à fait clair que l'alcool n'agit pas comme les jeux d'hasard. C'est pas le comportement à risque et consommation de cannabis semble produire dans l'immédiat les effets tout à fait contraires. Hein, entre ce qu'on décrit comme une détente, une sorte de poussée d'adrénaline, apparemment c'est tout à fait différent. Il y a néanmoins dans l'addiction quelque chose de semblable, à savoir que nous provoquons d'une manière artificielle le plaisir intense qui est généré par le comportement addictif ou par les substances addictives. Et cette sensation, n'est-ce pas, qui est fabriquée par le jeu des hormones, va établir une sorte de lien entre, n'est-ce pas, stimulus-réaction, en sachant que, puisque nous prenons ce court-circuit qui est extrêmement violent et très fort, il y a ce sentiment de bonheur, de la plénitude de vie. On est davantage vivant, on est davantage soi-même. Le problème, c'est que par ailleurs, ça va diminuer la production naturelle de ces mêmes hormones qui nous permettraient d'éprouver ces sentiments
dans la vie réelle. Autrement dit, pourquoi s'engager dans une relation complexe qui nous rend vulnérables avec le résultat incertain, quand j'ai devant moi un petit bouton magique sur lequel il suffit de s'appuyer pour s'oublier, être heureux, être davantage moi-même. Et donc du coup, peu à peu se crée une sorte de voie de l'autoroute qui nous permet d'accéder à une sorte de sentiment de vie ou de l'oubli des problèmes. Parfois, c'est intimement lié, sans qu'on ait à investir des efforts personnels conséquents. En sachant que, par ailleurs, puisque il nous faut augmenter les doses, puisque cela sollicite de plus en plus notre attention, le reste de la vie semble être aussi de plus en plus gris, parce que notre capacité naturelle d'être heureux se trouve affaiblie. À force de prendre des courts-circuits, on perd peu à peu l'habitude d'utiliser la voie normale et ordinaire de l'effort. En quelque sorte, en devenant le roi de la triche, on oublie comment est-ce qu'on se prépare sérieusement les examens. Parce qu'il y a une sorte d'une porte qui est toujours là, qui est toujours disponible. Et comme disait un ancien alcoolique donc en sevrage, l'alcool c'est un si bon ami qui est toujours là et qui est toujours disponible. Et il me faut affronter chaque jour, avec ses peines, ses grisailles, son effort, en sachant qu'à côté de moi se tient toujours un si bon ami et qui me permettra de passer outre cette journée qui semble trop longue. Voilà. Et chaque jour, je dois accepter que je traverserai cette journée sans recourir à l'ami si bon, si disponible, si présent. Et du coup, ça c'est quelque chose qui a été donné cette fois-ci par les recherches médicales. Il y a une sorte de plasticité de notre physiologie qui change peu à peu sous l'emprise des addictions. D'une manière assez visible lorsque vous consommez de l'héroïne ou de l'alcool à des doses sérieuses, mais ce sont les choses assez similaires qui se passent dans votre cerveau lorsque vous êtes accro à la pornographie ou au comportement à risque. Donc, du coup, ce qui rend l'addiction véritablement aussi une maladie et pas uniquement un problème psychologique ou moral, ce qu'il y a, c'est ces deux composantes. Il y a la composante physiologique que vous ne pouvez pas négliger et dont il faudra gérer les questions de sévrage. Il y a une composante psychologique. Autrement dit, l'addiction répond d'une manière extrêmement convaincante à des questions auxquelles je n'arrive pas à trouver la réponse par ailleurs. Et là, j'ai une réponse toute faite, toute simple. Voire même, cela me permet d'avoir des petits rituels qui me donnent d'exister et qui me rendent vivant. Les fumeurs, les anciens fumeurs savent très bien l'importance de rituels dans la chose. Ce n'est pas uniquement l'arrivée de nicotine, c'est tout ce que cela comporte de la vie sociale, n'est-ce pas, de sentiments physiques, de la présence de cigarettes, l'image culturelle que cela véhicule, l'enchaînement avec les choses, du goût qui sont liées à cela, la mécanique de la chose. Et comme disait un ami au moment quand il arrêtait de fumer, voilà, je me dis intérieurement, voilà, comme ça je mange, après le café et après je fume. Je dis, ah non, mais je ne fume pas. Et tout d'un coup, je ne veux plus manger.
et tout d'un coup, je ne veux plus manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de rituel qui se trouve brisé et qu'il faut reconstruire à nouveau. Donc vous imaginez que quelqu'un qui est réellement plongé dans une dépendance, donc avec l'entourage qui est construit en conséquence, avec les rythmes de sommeil, de travail, des relations qui sont construits en conséquence, avec les questions relationnelles, financières, qui sont construites en conséquence. Vouloir sortir de l'addiction signifie reconstruire tout cela. Reconstruire tout cela. En sachant que nous avons trouvé dans l'addiction une réponse simple et immédiate à nos difficultés. Problème peut-être un mot très très grand, mais autrement dit, nous avons tous, mais sans une exception aucune, nos points de fragilité qui nous exposeront plus ou moins à des dépendances. Quels sont ces points de fragilité? Les médecins nous disent qu'une part de cette vulnérabilité est d'origine génétique. Soit. On est plus ou moins sensible d'un côté à la situation de dépendance en général, et puis à tel ou tel type de dépendance. Cela n'est pas une obligation, mais cela prédispose. Il y a des gens qui résistent mieux à, n'est-ce pas? Physiologiquement, on supporte mieux l'alcool, on ne réagit pas tout à fait de même manière à tel ou tel type de choses. En sachant aussi que par le fait de notre tempérament, qui est aussi génétiquement quand même assez déterminé, il y a ceux qui se retrouveront plus aisément dans la consommation de cannabis, il y a ceux qui se retrouveront plus aisément dans le comportement à risque, parce qu'on n'a pas la même part d'agressivité. Voilà, on ne fonctionne pas de même manière. Puis, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui relève de notre profil psychologique. Nos zones d'anxiété que tout le monde a, n'est-ce pas? Les tendances dépressives que nous avons plus ou moins. Le tempérament plus ou moins introverti. La difficulté d'établir les relations sociales, un moment difficile par lequel nous passons, peuvent devenir pour nous une sorte de terrain dans lequel nous choisissons à ce moment précis de notre vie cet échappatoire. Si ça arrive assez tôt, c'est pour ça que je disais au début que plus tôt on commence la consommation, tel ou tel type de comportement, plus ça risque de nous emporter, plus cela présente comme une sorte de pattern, de modèle de comportement que nous cherchons de reproduire. Et enfin, il y a un élément qu'il ne faut absolument pas négliger, ce qu'on va appeler un facteur d'environnement, à savoir la disponibilité du produit ou du comportement. Encore faut-il que je le trouve, n'est-ce pas? Encore faut-il que quelqu'un me le propose. Encore faut-il que ça soit culturellement et socialement acceptable. Autrement dit, par ailleurs, mon milieu peut regarder avec l'horreur les drogués qui traînent dans la rue. Mais néanmoins, dans une très bonne école de commerce ou dans une très bonne école d'ingénieur, l'alcool coulera à flot et les drogues seront disponibles. Tout en sachant que, bien sûr, nous ne faisons absolument pas partie de ces gens-là qui sont en train de se piquer derrière le mur, parce que eux, ils sont méprisables. Tandis que pour nous, c'est juste un petit surcroît de vie, juste un moment de détente. Autrement dit, si on posait sur cette substance-là
ce regard du mépris social, peut-être on n'y toucherait pas. Peut-être on n'y toucherait pas. Mais notre entourage immédiat nous présente cela comme quelque chose de tout à fait, disponible et possible. Il y a bien sûr les choses qui ne sont pas dans notre accès immédiat, mais il est tout à fait clair que la pornographie aujourd'hui est par exemple absolument accessible à peu près immédiatement. Donc cette disponibilité du produit ou du comportement fait partie bien sûr des facteurs qui nous permettent ou qui nous exposent plus ou moins au risque de l'addiction. Si c'était difficile d'y accéder, peut-être cet effort aurait pu nous préserver en quelque sorte, n'est-ce pas? Ne serait-ce que dans une lointaine époque, il fallait dépasser le sentiment de honte pour aller acheter les produits pornographiques. Aujourd'hui, avec Internet, on n'en a absolument plus, besoin. Et quant à la surinformation, elle vous est proposée, voire même imposée en permanence, pour ne pas se tenir informé tout le temps. Il faut un véritable effort assez sérieux. Donc, tant qu'on n'a pas eu le courage de regarder en face ces questions que nous n'arrivons pas à résoudre, ou que nous n'avons pas pu résoudre à tel ou tel moment de notre histoire. J'étais pas prêt à affronter telle ou telle situation quand j'avais 10, 14, 15, 16, 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc, il me faudra refaire ce travail psychologique personnel pour donner le sens, le contenu à ma vie, parce que la drogue, la dépendance, l'alcool, tel ou tel comportement a pris la place de quelque chose d'autre. Quelle était cette place vide? De quoi était-elle vide? Et tant que je laisse ce vide, ce comportement reviendra. Tant que je laisse ce vide, ce comportement reviendra. Parce que j'ai beau avoir conscience que ce comportement est destructeur, il correspond à mes besoins. J'en ai besoin. Pour être heureux, j'ai besoin de ceci. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ceci? À quoi est-ce que je réponds? Et je n'ai pas pu trouver la bonne réponse à l'époque, soit. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et là, vous sentez que nous entrons dans un très, très, très long travail. Paisible et en même temps passionnant. Et en même temps passionnant. La première des choses, c'est bien sûr la sortie du déni. J'ai aucun problème avec, et après vous mettez la substance ou le comportement qui nous intéresse. Je peux arrêter quand je veux. Je ne vois pas du tout pourquoi tu me parles de cela. Tout en sachant que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, il y aura quand même aussi le poids de culpabilité qui peut jouer. Et c'est là où j'attire, mes chers amis catholiques, votre attention au fait que malheureusement, la confession peut être utilisée par nous, voire même et souvent utilisée par nous, dans ce même cercle vicieux. À savoir, tel type de dépendance, je ne sais pas, pornographie ou l'alcool, tout ce que vous voulez. Je chute, je me retrouve ivre-mort, je me retrouve sur un site porno. Qu'est-ce que j'éprouve à la suite? À la suite, après évidemment le moment de plaisir qui devient de plus en plus triste avec la pratique, j'éprouve un vif sentiment de culpabilité. Ce vif sentiment de culpabilité, je veux le guérir. Je ne veux pas guérir le problème. Je veux guérir le vif sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que je fais? Parce que je suis un bon catholique, je vais me confesser. Et je me confesse. Et je dis, mon père, j'ai un cours fini samedi soir dans un état. Voilà. Très bien. Et le bon père dit, aïe, 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 c'est pas bien. Hein?
faites quand même attention à vous-même. Prenez soin de vous. Ça vous arrive souvent? Oh, ça m'arrive. Bon, très bien. Je reçois mon absolution, 2 Pater, 3 Ave, une dizaine de chapelets, les litanies du Sacré-Cœur, un chapelet si le confesseur est très méchant. Bon, peu importe. Voire même, je suis prêt et je suis heureux de faire ma pénitence. Ça y est, ma culpabilité, elle est partie. Je me sens tout neuf, tout frais. Dieu m'aime. C'est vrai, Dieu m'aime et Dieu me pardonne. Sauf que mon comportement est toujours là. Mes problèmes sont toujours là. Le pli que j'ai pris est toujours là. Et la confession m'a servi à ne pas regarder ce pli en face. Qu'est-ce qui se passe? Je continue dans mon déni. Samedi prochain, je suis ivre-mort. Et je recommence. Voilà. Donc là, au moment donné, il faut se rendre compte que peut-être il y a les choses qui reviennent un peu trop souvent et que peut-être il y a les choses qui s'aggravent un tout petit peu au cours du temps. Voyez-vous, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Sauf qu'il faut cesser de culpabiliser, ça sert strictement à rien. Il faut commencer à prendre ses responsabilités, ce qui est tout à fait autre chose. Autrement dit, on s'en fout de ce que vous ressentez. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez de faire. Voyez-vous, la pénitence, la contrition, ce n'est pas votre sentiment, dont au fond, ni vous ni nous, on n'a strictement rien à faire. C'est ce que vous décidez de faire. Donc, un monsieur qui a le problème avec l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait la vraie pénitence, ça ne m'intéresse pas ce qu'il ressent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a pris le rendez-vous avec l'addictologue, est-ce qu'il a vidé son mini-bar, est-ce qu'il a pris sa liste des contacts et dit voilà quelles sont les personnes avec qui je bois régulièrement, et je les mets dans la liste noire. Et tant que je ne l'ai pas fait, tout le reste, c'est du blabla. Je suis dans la velléité. J'aimerais que ça aille mieux. Mon enfant, si tu continues de faire la même chose que ce que tu fais, ça ne peut pas aller autrement. Ce n'est pas la question de ressentir la culpabilité, c'est la question de redevenir responsable de ma vie. C'est pas « il m'arrive d'être ivre samedi soir ». C'est « je me saoule chaque samedi ». C'est pas « il m'arrive de regarder les films pornographiques ». C'est « je recherche les films pornographiques de plus en plus souvent ». Voyez-vous, je fais ceci. Autrement dit, l'addiction tend à nous déposséder de notre vie. Il faut engager un long, très long et merveilleux combat où on reprend du terrain. Et on ne le reprend pas par la velléité, on ne le reprend pas par la culpabilité, on le reprend par les actes. Et ça sera long. Ça sera très long. C'est-à-dire qu'une fois vous avez vécu quelque chose de ce genre, ou une fois vous avez accompagné de près quelqu'un dans cette situation-là, purée, qu'est-ce que vous dites? Il était si facile de ne pas y entrer. N'est-ce pas? Vu le prix à payer pour en sortir, oui, l'effort physique, psychique, le temps, les occasions. Je ne parle même pas des occasions manquées chemin faisant. Je ne parle même pas des occasions manquées chemin faisant. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, voilà, conduite, alcoolisée, risque d'accident multiplié par 8, n'est-ce pas? Conduite alcoolisée, plure, cannabis, risque d'accident multiplié par 15.
qui sont espérance de vie de ceci, de cela, vie de couple et la pornographie, bon, peu importe. Il est plus facile de ne pas y entrer que d'en sortir. Parce que pour sortir, c'est un beau combat. Et spirituellement, on apprend beaucoup de choses. C'est pour ça que je comprends pourquoi le Seigneur permet ce genre de dépendance. Parce qu'en luttant, on comprend beaucoup de choses sur soi-même, sur le monde. Sortir du déni, abandonner la culpabilité, regarder les choses en face, les nommer. Je suis dépendant à. Donc qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais? Et, entre nous soit dit, je comprends très bien que la personne dit « j'en fais rien, ça me convient ». Je respecte. Sauf que là, cette fois-ci, c'est mon choix. Je suis alcoolique, c'est comme ça que je vis. J'ai appris à régler ça dans ma vie sociale. Ça a détruit ma vie de famille, mais peu importe. Ça me convient. Très bien. J'approuve pas, mais je respecte. C'est un choix. Mais tant que je me raconte, mais non, il n'y a aucun problème. C'est juste que là, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Là, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. La question de l'entourage, vital ici. On n'est jamais dépendant tout seul. Dans la dépendance, il y a bien sûr une immense part de solitude qui nous pousse à la consommation des substances, les comportements, etc., etc. Mais il y a un monde autour de nous, qu'il soit virtuel, qu'il soit réel, il y a les autres qui y sont plus ou moins engagés. Et bien sûr, dans mon état de ce fameux carwing, des dépendances, ce besoin impérieux, je vais raconter aux autres ce qu'ils veulent entendre. Hein. Et je leur donnerai d'excellentes raisons pour me prêter l'argent, pour m'accompagner, pour me soutenir. Autrement dit, j'impliquerai les autres dans mon jeu de dépendance. Comme j'implique le prêtre dans mon jeu de dépendance quand je vais me confesser en sachant pertinemment que je ne ferai rien pour changer la situation. Hein. Je l'implique, hein, en quelque sorte. Et bien sûr, je vais les culpabiliser à max. Puisque vous m'aimez. Hein. Donc si vous m'aimez, il faut que vous m'aidiez. Parce que c'est juste pour cette fois-ci. C'est juste pour cette fois-ci. Et souvent, quand même, les addictologues constatent qu'autour des personnes dépendantes, il y a les modèles familiaux, sociaux, je ne dis pas identiques, mais semblables. Qu'il y a toute une série des figures de codépendance qui gravitent autour. Et qu'il y aura souvent, à côté d'un garçon alcoolique, une fille qui veut se sacrifier pour lui, et pour qui c'est une manière de l'aimer, de se donner à lui, parce qu'elle est si héroïque, elle est si généreuse, pour s'occuper de ce gars-là, qui a bien sûr ses moments difficiles, mais qui est aussi un garçon avec le cœur en or, et inventif, et drôle, et si sympathique, et enfin je l'aime, et on va y arriver. Peut-être on va y arriver. Mais dès le moment où la fille sortira de la posture de « je me sacrifie sur l'autel de son salut », c'est quand elle le mettra devant ses responsabilités. On dira « c'est ta vie, c'est ton travail, ce sont tes amis, c'est ton temps », ou bien « tu y mets de l'ordre ». Et on commence à y mettre de l'ordre, et là, je suis prête à t'aider. Si tu veux gâcher ta vie, tu la gâches, mais sans moi. Et très souvent, pour les personnes dépendantes, c'est au moment quand le réel leur envoie le bâton à la figure, je me compte, peut-être faut quand même que je bouge. Parce que c'est vrai que les hommes, par ailleurs, sont plus sujets à des dépendances que des femmes, statistiquement. Encore que. S'il peut ne pas changer, il ne changera pas. Hein. Ça, je vous dis comme un supérieur d'une communauté religieuse masculine, si un homme peut ne pas changer, il ne changera pas.
partez sur l'a priori que la vie qu'il a actuellement est exactement celle qui lui convient. Parce que quand cela ne lui convient pas, mais il la change, mais immédiatement. Immédiatement. Donc notre dépendance, tout en nous faisant souffrir, répond à un certain nombre des questions que je ne veux pas aborder. Il m'est plus confortable de souffrir très réellement de cette manière-là, plutôt que d'entrer dans un autre combat dont je me sens terriblement démuni. Donc, autrement dit, si vous avez dans votre entourage immédiat votre frère, votre fiancé, votre père, j'en sais pas qui encore, vos futurs enfants, dans la situation d'une dépendance, ne le dites pas uniquement « va voir l'addictologue », peut-être aussi, c'est très utile pour les parents, les époux, les épouses et les amis très très proches qui sont impliqués dans les relations très très fortes avec ces personnes-là, de prendre juste un tout petit rendez-vous avec l'addictologue, de passer 40 minutes, de dire voilà comment se passent nos échanges, où est-ce que je peux l'aider réellement, comment est-ce que je peux l'aider réellement. Et parfois, tout d'un coup, on reçoit l'éclairage qui ne correspond pas d'emblée à notre manière immédiate, spontanée d'agir. Et que pour aider l'autre, parce que nous serons aussi dans la même tentative de l'aider dans l'immédiat. Et la question, ce n'est pas de l'aider dans l'immédiat, c'est l'aider à se construire à la longue, ce qui est une autre chose. Ce qui est une autre chose. Comment peut-on espérer de sortir d'une dépendance? Tout d'abord, je pense en comprenant qu'on ne peut pas en sortir. Il faudra vraiment, patiemment, construire sa vie. Alors, un peu autrement, il y a une longue rééducation. Et rééducation ne signifie pas que ça sera comme avant. On apprendra à agir différemment. Je pense qu'une des choses aussi à comprendre, qui peut nous aider à avancer ou aussi à ne pas y entrer, c'est comprendre la distinction entre les émotions et les sensations. Les émotions sont profondes, personnelles, diverses. On est vulnérable face à des émotions. Voire même, on peut, à cause de notre histoire, de notre passé, choisir de ne pas trop faire attention à. Les émotions durent. Les émotions restent dans notre mémoire. Les sensations sont immédiates, passagères. Elles apportent comme le petit flash. Lorsque vous faites défiler le fil de votre Facebook, vous êtes dans les sensations. Vous avez la succession des petits flashs qui vous stimulent. Ce qu'on adore, notre cerveau adore ça. Comme les enfants adorent les haribots, notre cerveau adore ces flashs des sensations qui peuvent être très fortes, immédiates, passagères. Si vous pensez à la semaine que vous venez de vivre, et si vous demandez, durant cette semaine, qu'est-ce qui m'a étonné? Et qu'est-ce qui m'a attristé? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? Qu'est-ce qui m'a mis profondément en colère? Quel est le souvenir que je veux garder de cette semaine? Et si vous posez ces questions-là, je suis à peu près sûr qu'en répondant à ces questions, vous n'évoquerez aucun post que vous avez vu sur Facebook. Sauf si vous êtes entré dans une discussion qui vous a exposé à un échange où vous avez dû vous engager personnellement. Autrement dit, ce flux de sensations, c'est tout à fait autre chose que vos émotions. Plus votre vie émotionnelle est pauvre, et elle peut être pauvre parce qu'on a reçu tel type d'éducation, parce que peut-être on était confronté à une telle situation de souffrance qu'on a appris à ne pas sentir les choses. On vit dans une famille dysfonctionnelle,
On nous a appris de ne pas sentir, on a dû ne pas sentir les choses. Plus notre vie émotionnelle est pauvre, plus nous serons vulnérables ici. Donc pour sortir des dépendances, tout d'abord, il faudra qu'il y ait un vrai travail médical, surtout s'il s'agit des substances chimiques, ça c'est évident, ça va de soi. Pitié, pas de discours que le pèlerinage à Lourdes remplace la visite chez le médecin. C'est très bien, on va arriver à la visite à Lourdes, c'est bien. Un vrai travail médical, un vrai travail personnel sur son histoire. Mes addictions répondent à un certain besoin. Quel est ce besoin? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ceci? Surtout que les réponses liées à des addictions sont stéréotypées et très pauvres de point de vue émotionnel. Je suis heureux, je fume, je suis énervé, je fume, je suis triste, je fume, je suis agacé, je fume, je fête quelque chose, je fume, j'arrive pas à dormir, je fume. C'est un peu monotone comme la réponse, n'est-ce pas? La vie est riche, la réponse se trouve être un peu plate. Peut-être qu'il faut diversifier un tout petit peu mon comportement. Peut-être qu'il faut diversifier un tout petit peu mon comportement. Donc tout ce travail, tout ce travail personnel, tout ce travail social, d'autres amitiés, ou tout simplement des amitiés, C'est pas, il y a la part de la solitude qui est immense dans la consommation de ces substances. Est-ce qu'il y a des amitiés qui sont totalement en dehors de l'alcool, de la drogue, de ceci, de cela? Tout simplement une hygiène de vie. Ça semble être, c'est bête, mais purée, dormir. Tout d'un coup, il se trouve que le garçon ou la fille ne dort pas assez, qu'il faut se contraindre à se coucher à, parce que sinon il y a quelque chose qui se dérègle. Et là, on arrive au travail proprement spirituel. Là, je pense qu'il faut accepter que les créatures ne nous donneront pas ce que Dieu seul peut donner. Le monde n'est pas là pour nous rendre heureux. Le monde n'est pas là pour nous rendre heureux. Il l'a jamais promis. Il ne le fera pas. Le monde est magnifique, et il est riche, et il est grand, et il est dramatique. Et il y a les choses difficiles qu'il faudra affronter. Et ça fera très très mal. Mais c'est pas grave. On survivra. Voyez-vous ? Et c'est normal d'avoir mal. Et on ne fuira pas devant la douleur parce qu'on saura l'affronter, on passera outre. Et le monde n'est pas là pour nous rendre heureux. Le travail n'est pas là pour nous rendre heureux. Les études ne sont pas là pour nous rendre heureux. Notre vie vise un tout petit peu plus haut. Dieu constituera notre bonheur. Il faut y tendre. Cela nous apprendra à être extrêmement humbles. Parce que, encore une fois, nous ne sortirons pas de la dépendance. Nous apprendrons à vivre avec. Et à vivre avec dignité, sobriété. Et ce qui est reconquis n'est pas la même chose que ce qui est possédé depuis toujours. Et donc, on connaîtra jusqu'à quel point on est fragile, jusqu'à quel point on est peu de choses, et qu'on peut aussi compter sur l'amitié et le soutien des autres. On pourra peut-être aussi un tout petit peu plus disponible pour les aider, eux. Ce qui est absolument vital si on veut sortir des dépendances, c'est enfin commencer à s'occuper des autres. Cesser de s'occuper de soi. Cesser de s'occuper de soi. La meilleure recette pour sortir de la pornographie, faites une grosse casserole de la soupe chaude, allez les distribuer aux SDF. Là, votre soirée passera merveilleuse.
avec vos 2 thermos de la soupe chaude, vous passerez une soirée merveilleuse. Ça ne sert à rien de se torturer devant l'ordi. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je clique, est-ce que je clique pas? Éteignez-le, allez nourrir les pauvres, ça fera du bien à tout le monde. Sortez un peu de soi-même, sortir de soi, s'occuper des autres. Le monde est grand, le monde est magnifique, il y a des choses vraiment merveilleuses. Avec et les amitiés, et le sport, et l'art, et les choses à faire. Plus votre vie sera riche, humainement riche, spirituellement riche, plus facilement vous avancerez là-dessus. Et ma foi, vaut mieux sortir cabossé et miséricordieux que très intègre et très orgueilleux. Et je pense que c'est aussi pour ça que le Seigneur permet ce genre de choses. Vaut mieux des êtres cabossés et miséricordieux que les purs, les intègres, qui regardent un peu de haut toute cette boue de l'existence. Et là aussi, je pense que pour les catholiques, il y a parfois un petit problème, surtout dans les milieux cathos. Autrement dit, on est obligé de renvoyer une certaine image de soi, de famille, de son parcours professionnel, etc. Inavouable que mon épouse boit. Et du coup, il y a toute une surface sociale qui fait comme si rien n'était, avec cet alcoolisme très vraiment présent dans la vie de couple. Voire même, on sera d'autant plus fort dans le déni qu'on est obligé d'envoyer l'image sociale impeccable, en bloc, sur de perfection de la famille chrétienne et catholique, engagée. Voilà, vaut mieux que parfois ça prenne un tout petit peu de plomb dans l'aile, mais qu'on sera un tout petit peu plus vrai, et qu'on affronte un certain nombre de problèmes. Peut-on vivre avec? On peut. Parfois, oui. On arrive même. Voire même, si c'est bien fait, peut-être on ne sortira pas entièrement, mais communion, on vivra avec. Donc c'est plus ou moins clair, je pense, aujourd'hui pour ce qui est lié à l'alcool, drogue, etc. Ce qui est relativement récent, ce sont surtout les questions liées à la pornographie, l'information, jeux en ligne et compagnie. Pour la pornographie, je conseille vivement un excellent travail qui a été fait surtout par la communauté de l'Emmanuel, donc le père Pascalide et le père Mjekine, qui est chez nous ici à Bordeaux. Parcours, libre pour aimer, sortir de la pornographie. Le résultat n'est pas garanti, mais à la fin, c'est mieux qu'au début. Il y a le soutien sur le site, avec les textes en plus. C'est extrêmement pédagogique, c'est très clair, ça fait mieux comprendre beaucoup de choses, comment nous fonctionnons, comment ça se passe, vers quoi est-ce que nous allons. Donc, pour les questions de la pornographie, je conseille vivement cet ouvrage. Le résultat n'est pas garanti, mais c'est mieux après qu'avant. Communion, on s'est battu. Il vaut mieux toujours se battre que de couler sans résistance. En sachant que ce sont les combats de très longue haleine et, comme il m'arrive de dire dans les confessions, essentiel ici, c'est espérer. Peut-être le combat spirituel le plus difficile ici, spirituel, c'est espérer. Espérer. Autrement dit, je vais tomber et je vais me relever autant de fois qu'il le faudra, non pas par ma force, mais par la grâce de Dieu, peut-être jusqu'à ma mort, mais je vais me battre. Je vais me battre. Je n'accepte pas de sombrer comme si rien n'était et j'espère. Je ne permets pas le désespoir emporter sur moi.
Et une fois on a pris cela, ça rend les choses un tout petit peu plus viables. Donc, les addictions créent les plis. Voilà, on prend une feuille de papier. Et vous la pliez. Voyez-vous, au début, il faut un petit effort. Et une fois c'est plié, c'est dans la structure de la feuille. C'est inscrit dans sa structure. Difficile de faire comme si rien n'était. Ça ne sera plus jamais comme ça. C'est inscrit. Et voyez-vous, il y a une tendance que ça se plie dans ce sens-là. Ça vient presque tout seul. Voyez-vous, il n'y a plus aucun effort pour que ça arrive. Il faudra un très long et patient travail pour que la feuille retrouve la forme ordinaire, opérante. Voilà, ce qui est vrai pour la feuille est encore plus vrai pour nous parce que nous sommes des êtres beaucoup plus plastiques, beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, beaucoup plus influençables, libres. C'est pas la feuille, elle a été pliée. Et moi, j'ai choisi de me plier parce que cela correspondait à certains événements et certains problèmes de ma vie. Ça rajoute aussi à ce pli-là. Donc là, peut-on sortir des addictions ? Non. Mais on peut faire du chemin pour regagner sa liberté. C'est un beau chemin où il faut aussi se faire aider. Par les médecins, par les psys, par les prêtres, par son entourage. Il faut avoir le courage de l'humilité de se faire aider. Béatrice, oui. C'est compliqué de... Enfin, on a tendance parfois, en tout cas en ce qui me concerne, de dire oui, je voudrais aider la personne, mais de comprendre qu'en fait, on peut rien faire pour elle. Enfin, je ne dirais pas qu'on peut rien faire pour elle, mais je pense que faut bien mesurer ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, en sachant que de toute manière ça s'ajustera dans notre relation. Là, je dirais, il y a peut-être quelques points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Prenons, les autres ne sont pas des objets de notre sollicitude. Comment aider une personne en difficulté ? Et qu'est-ce qu'il veut, la personne ? Est-ce qu'il veut être aidé ? Qu'est-ce qu'il veut de sa vie ? Voyez-vous, ce ne sont pas les objets qu'on déplace. Ce sont des sujets. Blessé, peut-être malade, s'il s'agit d'une vraie addiction, bien sûr malade, au sens clinique du terme, ce sont des sujets, ce ne sont pas des objets de ma sollicitude. Donc face à moi, j'ai le mystère d'une autre personne, avec son histoire, ses choix, ses combats, et c'est hautement respectable. Je ne suis pas obligé d'approuver son comportement, mais je dois absolument respecter et la personne et son histoire. Oui, ce n'est pas l'objet de ma sollicitude. Je vais l'aider. Un garçon qui va aider, la fille qui va aider le garçon. Et c'est pas un objet. Deuxième point, je peux être tenté de jouer au sauveur. C'est si valorisant pour moi de m'occuper des petits et des pauvres. C'est si valorisant pour moi d'aider cette personne dans les situations difficiles. C'est si valorisant pour moi de passer du temps avec quelqu'un. Voilà, ce complexe du sauveur, il faudra peu à peu le guérir. Je pense que le réel s'en chargera. On découvrira qu'on sauve pas grand monde. Voilà. Et que tant qu'on est là pour se faire plaisir, parce qu'on va aider l'autre, peut-être on ne l'entendra pas vraiment. Donc il nous faut cette posture radicale
d'une très grande humilité et d'une très grande disponibilité pour l'autre. Parce que ça prendra du temps, parce que ça sera long, parce qu'il nous faudra recommencer, parce que l'autre a besoin d'être entendu. Non pas, tu as un problème, je vais régler le problème. Je ne suis pas un mécanicien qui règle les problèmes. Je ne suis pas un mécanicien qui règle les problèmes, ça ne marche pas comme ça. Mais je suis prêt d'écouter, d'entendre. Puis aussi un point, je peux être un ami extrêmement sincère, et voire même c'est parce que je suis un ami d'une telle personne que je ne suis pas obligé d'approuver ce qu'elle fait. Et c'est absolument normal, voire même c'est le devoir de l'ami de dire « je t'aime, je serai toujours avec toi, je t'aiderai toujours, mais je n'approuve pas ceci, ceci et cela. Tu fais ce que tu veux. » Voilà. Et je peux me tromper dans mon jugement. Je ne prétends pas de connaître tout, mais je serai toujours pour toi ici. Voilà. Je suis toujours disponible, mais je ne vais pas résoudre ton problème. Je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux me tenir à tes côtés. Et très vite, quand on y entre, on mesure que ça va nous pomper des forces. Hein. Et donc, pour être disponible pour l'autre avec les vrais problèmes, hein, il faut avoir quelque part, il faut prendre quelque part ses forces. Tant que je joue dans le sauveur, c'est pas possible. Donc aussi, il faudra pouvoir de temps en temps dire que là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a une sorte de sagesse qui s'acquiert avec l'expérience. Cela ne signifie pas que je ne peux rien faire, mais ce que je peux faire est beaucoup plus humble, beaucoup plus organique, beaucoup plus personnel que je débarque et je règle. Je ne vais pas débarquer pour régler, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Heureusement d'ailleurs. Parfois, la vie humaine est d'autant plus belle qu'elle est dramatique. Et on mettra un peu de son cœur, et ça nous fera mal, et ça va saigner un peu, on souffrira, c'est bien. Ça fait partie d'une vraie amitié, on se donne à l'autre pour de vrai. Pour de vrai, on aura vraiment mal pour ses difficultés. En sachant aussi très vite, vous sentirez la différence entre est-ce que vous aidez l'autre à avancer ou est-ce que vous êtes juste un de ces points d'appui qui permet de tourner dans le même cercle de la dépendance. Parce qu'au bout de 20e coup de fil ivre à 2 heures du matin de votre ami, tout d'un coup vous vous rendez compte que ça peut continuer à l'infini. Hein. Ça peut continuer à l'infini. Que vous avez à travailler, que la personne aussi a à prendre responsabilité de sa vie, et que ça peut être très beau de répondre 1, 2, 3 fois à ce coup de fil. C'est inutile d'entretenir cette série, il faut aussi avoir le courage de couper. Et ça fait partie de l'amitié, en disant voilà, tel comportement ne nous fait pas grandir. Hein. Si c'est pour t'entretenir dans l'illusion que ce sont les autres qui sont mauvais, et toi tu fais tout droit, bon, peut-être que c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. C'est un peu comme dans les avions. Vous savez, quand on vous dit pour les masques qui tombent, vous le mettez d'abord à vous, après à celui qui est à côté. Parce que dans les cas de codépendance, surtout avec une personne très 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 proche, les dégâts collatéraux sont extrêmement forts. Pensez à tel enfant élevé par exemple par une mère seule, la mère alcoolique, l'enfant très vite est obligé de
prendre soin de sa mère, de gérer les choses, de se comporter un peu un petit adulte qui doit épauler. Mais lui, il ne peut pas prendre cette distance. Il n'a pas de quoi dire « ce n'est pas à moi de le faire ». C'est pas, l'enfant ne peut pas le dire. Nous pouvons, on est des adultes, et néanmoins, très souvent, nous sommes à peu près dans le même comportement. Et quand vous accompagnez après les personnes qui ont été dans telle situation d'enfance, vous voyez qu'il y a un grand travail à faire. Et que beaucoup de personnes le font ce travail d'une manière admirable. Vous savez aussi qu'on me disait un ami, notre histoire un peu cabossée, voilà, la vie me donnait les cartes pourries, j'ai joué bien avec ces cartes-là. Voilà, la vie nous a donné ces cartes-là. Et on joue avec ces cartes-là. On avance avec ces cartes-là. Parce que notre entourage familial est comme ça, notre histoire est comme ça. On joue avec ce que la vie nous a donné. C'est pas facile. Pour certains. Pour d'autres, plus simple.